Elle était assise, incapable de lever la tête, dans l'ombre profonde des appartements, où les rideaux étaient tirés, et l'air était épais, étouffant, imprégné d'une odeur de tissu humide, de sueur ancienne, et de quelque chose de sucré et de pourri. Ses mains tremblaient lorsque la servante, tenant une coupe en cuivre, essuyait de ses lèvres les restes de salive trouble mêlée de sang. La peau de son visage était tendue, ses tempes étaient creusées, et des cernes sombres, presque bleutées, se dessinaient sous ses yeux. Les rumeurs selon lesquelles la reine ne pouvait plus se lever se répandaient déjà dans Londres, bien que les rapports du conseil secret indiquaient le contraire. Mais en réalité, les dernières semaines d'Élisabeth n'étaient pas seulement une période de déclin physique, mais aussi une lente rupture de tous les liens du pouvoir qu'elle avait tissés pendant de longues décennies. Selon le témoignage du médecin laissé dans son journal intime, les premiers signes inquiétants sont apparus au début de la saison froide. Faiblesse constante, perte d'appétit, œdèmes aux jambes. Le médecin de la cour, formé à l'ancienne avec des livres décrivant les saignées et les cataplasmes, lui a d'abord prescrit des laxatifs et des pommades à base d'herbes broyées, mélangées à de la graisse animale. Cependant, au milieu de l'hiver, la peau de ses mains et de son visage est devenue rugueuse, ses lèvres se sont gercées, et des taches violacées sont apparues sur son corps. Elle a commencé à refuser de s'alimenter, ne consommant que du vin chaud mélangé à de l'opium qui, selon ses serviteurs, rendait son regard trouble et ralentissait son élocution. Plus le corps de la reine s'affaiblissait, moins ses décisions étaient crédibles. Les conseillers, qui peu de temps auparavant étaient prêts à attendre des heures pour être reçus en audience, se réunissaient désormais dans des pièces séparées pour discuter à voix basse des successeurs possibles. La nuit, les couloirs du palais étaient remplis d'un bruit inhabituel, des pas, des voix, des coups discrets sur les portes fermées. Les gardes limitaient de plus en plus l'accès aux appartements, invoquant le risque de contagion. On disait que la maladie pouvait se transmettre par contact avec le lit ou les vêtements de la malade. L'état d'Élisabeth empirait. Les œdèmes se transformèrent en ulcères sur ses jambes, d'où suintait un liquide trouble qui imprégnait le tissu de ses bas. Lorsque l'on changeait ses bandages, l'odeur était si forte que les servantes, ne pouvant la supporter, se bouchaient le nez et se détournaient. L'une d'elles, selon des notes ultérieures, perdit connaissance et tomba directement sur le sol en pierre, après quoi elle fut emmenée et n'eut plus le droit de s'approcher de la malade. Les médecins essayèrent d'appliquer des compresses chaudes, de frictionner la peau avec de l'huile mélangée à de la cire d'abeille, mais cela ne fit qu'enfler les tissus et intensifier la douleur. La reine criait de plus en plus souvent la nuit, réclamant qu'on la soulage, mais refusait de prendre de fortes doses d'opium, craignant que cela n'accélère sa mort et n'envoie son âme devant le jugement de Dieu sans qu'elle ait pu se confesser. Le clergé, appelé au palais, insistait pour qu'elle se confesse et communie, mais elle repoussait ce moment, invoquant sa faiblesse. Selon l'un des chapelains qui tenait secrètement un journal, la reine, dans ses moments de lucidité, disait qu'elle avait peur de mourir impure devant le Seigneur et que c'était exactement ce que ses ennemis attendaient. Parfois, dans son délire, elle appelait ses parents et ses conseillers décédés, comme s'ils pouvaient entrer et la rassurer. Les serviteurs qui passaient devant la porte entendaient des bribes de phrases chantées, comme si elle ne parlait pas à des vivants, mais à des ombres. Pendant ce temps, la situation politique autour de son lit devenait de plus en plus tendue. La vieille noblesse cherchait à conserver le contrôle de l'héritage, tandis que les jeunes favoris et conseillers tentaient de s'emparer du pouvoir. Les ambassadeurs des puissances étrangères rapportaient dans leurs rapports que la couronne anglaise ne tenait qu'à un fil et que le sort du trône se jouait dans les couloirs où flottait une odeur de mort. Les gardes étaient relevés toutes les quelques heures et les hommes étaient choisis parmi ceux qui n'avaient de lien étroit avec aucun des deux camps. Selon l'un des rapports, dans les derniers jours de l'hiver, la reine n'était déjà plus levée de son lit. Son visage était devenu émacié, sa peau presque transparente, laissant apparaître les veines sombres qui la parcouraient.
Sa respiration était sifflante, avec de longues pauses, et parfois, on aurait dit qu'elle ne respirait plus du tout. Les médecins, rassemblés à la porte, se disputaient pour savoir s'il fallait continuer les saignées qui, selon leurs calculs, devaient purger le mauvais sang, mais qui, en réalité, ne faisaient qu'affaiblir davantage l'organisme. Finalement, il fut décidé de se limiter à des décoctions de racines séchées, mais Élisabeth les prenait à contre-cœur. À cette même époque, des lettres commencèrent à être apportées dans ses appartements, qui, sous couvert de préoccupations, contenaient des allusions à la nécessité de transmettre le pouvoir. Elle les déchirait, jetait les morceaux par terre, puis ordonnait de les brûler dans la cheminée. Les serviteurs racontaient qu'après chaque visite, ses douleurs s'intensifiaient et qu'elle restait longtemps immobile, le regard fixe, comme si elle pesait quelque chose. L'un des médecins écrivit plus tard que la maladie de son corps se nourrissait de l'air empoisonné des intrigues, autant que son sang se nourrissait de la pourriture de ses propres blessures. Ce n'était que la première phase de son déclin, et déjà à cette époque, il était clair dans le palais qu'aucune pommade, aucun cataplasme, aucune prière ne pourrait rendre à la reine sa force d'antan. Mais ce qui avait commencé au cours de ces semaines n'était que le prélude à des jours encore plus terribles, où non seulement son corps, mais aussi son pouvoir commencerait à se désagréger sous les yeux de tout le pays. Au début du printemps, alors qu'un brouillard humide et froid enveloppait encore Londres et que la rivière charriait des eaux troubles, les appartements d'Élisabeth se transformèrent définitivement en une chambre sombre et fermée. Les rideaux restaient tirés, non pas tant pour préserver le repos de la malade, que pour cacher aux regards indiscrets les changements qui s'opéraient dans son corps. Les serviteurs n'entraient que sur signe du médecin principal de la cour, et même eux s'efforçaient de ne pas s'attarder plus de quelques minutes. D'après les notes d'un page conservé dans une collection privée jusqu'au milieu du XIXe siècle, la peau des jambes de la reine était alors couverte de plaies, entourée de tissus noircis. Les bandages devaient être changés plusieurs fois par jour. Imbibés d'un liquide trouble et de sang, ils dégageaient une odeur âcre dès qu'on les retirait. Craignant une contagion à la cour, les médecins ordonnèrent d'Adar de brûler les chiffons directement dans la cour. Mais le vent dispersait la fumée dans les rues, et les habitants commencèrent à murmurer que les restes profanés brûlaient dans le palais. Chaque matin commençait de la même manière. Le médecin vérifiait le pouls, posait sa main sur la poitrine, examinait les plaies, puis ordonnait d'apporter une infusion de racines séchées et d'herbes broyées. L'infusion était amère et laissait un goût âcre dans la bouche, mais la reine l'avalait en retenant à grand-peine ses nausées. Parfois, lorsqu'elle souffrait beaucoup, on lui donnait du vin chaud additionné d'opium. Son élocution devenait alors lente et elle commençait à confondre les noms, s'adressant à ses serviteurs comme à des parents décédés depuis longtemps. À cette époque, les rumeurs sur la mort prochaine de la reine se propageaient plus vite que les démentis officiels. Les ambassadeurs des puissances étrangères écrivaient à leur monarque que la couronne d'Angleterre reposait déjà sur l'oreiller d'une femme mourante. Au palais même, une lutte s'engageait pour savoir qui serait à son chevet dans ces dernières heures. Les vieux conseillers tentaient de conserver leur position, tandis que les jeunes favoris cherchaient à entrer dans ses appartements, ne serait-ce que sous prétexte de lui prodiguer des soins. Selon l'un des chapelains à qui elle avait accordé l'aveu, Élisabeth disait doucement mais avec insistance qu'elle ne voulait pas mourir entourée de traîtres. Elle demanda que tous ceux qui avaient participé aux négociations pour marier ses nièces à des princes étrangers soient chassés de ses appartements, les accusant de déjà se partager mon corps comme une terre après la guerre. Le prêtre affirma qu'elle pleurait, mais qu'il n'y avait pas de larmes. Son visage était sec, sa peau tendue comme du parchemin. Chaque jour, elle dormait de moins en moins. Parfois, la nuit, elle appelait quelqu'un en montrant un coin de la pièce, mais il n'y avait personne. Les médecins attribuaient cela à des visions fiévreuses, signe d'un cœur affaibli et d'une inflammation prolongée. Cependant, les serviteurs parlaient de murmures provenant des coins vides et d'une étrange sensation de froid
Lorsqu'il passait près du lit, les procédures médicales devenaient de plus en plus cruelles. Plusieurs fois par semaine, les médecins pratiquaient des saignées. Un couteau fin incisait une veine du bras ou de la jambe et le sang était recueilli dans un bol. Après ces procédures, elle restait allongée, pâle, les doigts tremblants, incapable de parler. Un jour, pendant le changement de pansement, une telle quantité de liquide s'écoula d'une des plaies que le médecin de la cour ordonna de changer immédiatement tous les draps. 3 personnes ont soulevé son corps pour retirer les draps, mais elle a crié si fort que les gardes se sont précipités dans la chambre, pensant qu'elle était agressée. À cette époque, l'accès à la reine était strictement limité. Les gardes contrôlaient tous ceux qui entraient et notaient leur nom dans un registre. Même les ambassadeurs ayant obtenu une autorisation spéciale ne pouvaient rester à son chevet plus d'un quart d'heure, et ce, en présence d'un médecin. Tout cela alimentait encore plus les rumeurs. On disait que la reine ne reconnaissait plus personne, que son corps était en décomposition, qu'elle cachait un poignard sous son oreiller pour ne pas se laisser emmener vivante. Selon les rapports du Conseil secret, la garde fut renforcée autour du palais en mars. Plusieurs lords influents quittèrent Londres, emmenant avec eux leurs familles et leurs biens. Les marchands se plaignaient que les achats pour le palais avaient diminué et que la cuisine royale ne commandait plus autant de viande qu'auparavant. Tout cela donnait l'impression que le pouvoir se préparait à des changements, mais n'osait pas l'annoncer ouvertement. L'état de santé d'Élisabeth continuait de se détériorer. Elle évitait les miroirs et exigeait qu'on les enlève de ses appartements. Elle restait parfois immobile pendant des heures, le regard perdu dans le vide, puis se mettait à murmurer quelque chose à l'oreille de la servante la plus proche. Personne ne savait ce qu'elle disait, mais après ces conversations, les servantes étaient renvoyées en hâte, voire licenciées. À la fin du mois, son visage s'assombrit, ses lèvres se couvrirent d'une croûte et sa respiration devint saccadée. Les médecins disaient que son cœur battait comme un oiseau effrayé. Élisabeth avait presque cessé de manger et ne buvait que du vin réchauffé. Lorsque les médecins proposèrent d'augmenter la dose d'opium, elle se détourna en disant « Je ne veux pas rencontrer le Seigneur dans mon sommeil ». Au palais, on comprenait déjà que le temps s'écoulait, mais tant que la mort n'était pas survenue, personne n'osait faire le pas décisif. Tout cela ressemblait à un siège prolongé. D'un côté, le corps de la reine, lentement vaincu par la maladie. De l'autre, les cercles du pouvoir, prêts à se refermer au moment où son dernier souffle s'échapperait. Le plus dur était encore à venir. Sa maladie entrait dans une phase où la douleur devenait insupportable et l'esprit confus. Mais parallèlement, les intrigues de cour s'intensifiaient, l'héritage, le trône, le destin du pays. Tout dépendait du nombre de coups que son cœur pourrait encore supporter. À la mi-avril, les appartements de la reine ne ressemblaient plus à la résidence d'une monarque, mais à une chambre exiguë et étouffante où chaque souffle était difficile. L'air était lourd, imprégné de l'odeur d'un corps brûlant, de vieux onguents médicaux et d'une pourriture qui se répandait lentement. Les rideaux n'avaient pas été ouverts depuis des semaines, en partie à cause de la faiblesse d'Élisabeth, en partie pour cacher son apparence aux regards indiscrets. Selon les notes personnelles du médecin Robert Cecil, la peau des jambes de la reine était alors couverte de profondes plaies dont les bords étaient noircis. Le moindre contact provoquait une douleur aiguë qui la faisait frissonner et serrer les dents. Un liquide à l'odeur âcre et sucrée s'écoulait des plaies. Les chiffons qui la bandaient devaient être brûlés dans des bols en cuivre directement dans la cheminée afin que l'odeur ne se propage pas dans tout le palais. Même ces mesures ne suffisaient pas. Les gardes à la porte se plaignaient que la puanteur traversait le bois. Les saignées, qui continuaient d'être pratiquées selon l'ancienne médecine, ne lui apportaient que des évanouissements et une faiblesse encore plus grande. Après chaque procédure, elle restait immobile, les yeux fermés, et son pouls au poignet devenait à peine perceptible. Les médecins se disputaient pour savoir ce qui était le pire, la laisser sans traitement ou continuer à la soigner, au risque d'accélérer sa fin. Le psychisme d'Élisabeth changea considérablement au cours de ces semaines. Elle sombrait de plus en plus souvent dans le délire,
parlait à des parents décédés, appelait par leur nom des conseillers qui avaient depuis longtemps quitté la cour. Une nuit, alors qu'un violent orage s'abattait sur Londres, elle se leva de son lit sans aide, s'appuyant sur le bord de la table, et, regardant dans l'obscurité, dit « Ils m'attendent derrière le mur ». La servante, qui avait été témoin de cette scène, fut envoyée le lendemain au village pour raison de santé. La tension autour des appartements atteignit son paroxysme. Les lords et les courtisans se divisèrent en deux camps. Les uns insistaient pour convoquer immédiatement un conseil et discuter de la succession. Les autres exigeaient de garder la maladie secrète jusqu'au dernier moment. Les ambassadeurs des États étrangers frappaient aux portes pour demander une audience, mais ils étaient accueillis par les gardes qui leur répondaient laconiquement « Sa Majesté se repose ». À l'intérieur, selon les souvenirs d'un page, des cris se faisaient de plus en plus fréquents pendant les pansements. Lorsque les plaies s'ouvraient, la douleur poussait Élisabeth à saisir les mains de ses serviteurs, avec une telle force qu'ils en gardaient des ecchymoses aux poignets. Parfois, elle repoussait même son confesseur lorsqu'il essayait de lire ses prières. Elle disait « Enlevez d'abord ceux qui attendent dans la mort derrière la porte ». Son corps changeait à une vitesse effrayante. Son visage était devenu jaune. La peau de ses mains s'était amincie. Des taches bleuâtres étaient apparues sur ses doigts. Sa respiration était sifflante, avec de longues pauses. Par moments, elle cessait de réagir aux paroles. Puis, quelques minutes plus tard, elle se mettait soudain à poser des questions sur la situation de la flotte ou l'état des finances, comme si elle émergeait brièvement des profondeurs de la maladie. La nuit, 2 ou 3 gardes et un médecin montaient la garde dans ses appartements. Dans le silence, on n'entendait que sa respiration lourde et, parfois, le bruit des pas dans le couloir lorsque les conseillers quittaient la pièce. À plusieurs reprises, des échauffourées éclatèrent entre les serviteurs et les gardes. Ceux qui voulaient entrer se voyaient refuser l'accès et criaient que la reine était retenue prisonnière. À ce moment-là, la révolte dans les couloirs était aussi dangereuse que la maladie elle-même. Dans l'un des rapports secrets envoyés au conseil, il était dit que, si la mort survenait soudainement, les portes seraient enfoncées et le corps emporté dans une résidence étrangère avant que le testament ne soit lu. C'est pourquoi une garde armée était constamment postée près du lit d'Élisabeth, non pas pour protéger sa vie, mais pour protéger le pouvoir qu'elle symbolisait encore. Le printemps avançait, mais rien ne changeait dans ses appartements, si ce n'est la vitesse de la décomposition. La douleur était constante, les ulcères rongeaient les tissus de plus en plus profondément. Même les médecins, habitués aux cas difficiles, ont commencé à éviter les examens approfondis. L'un d'eux, dans une conversation privée avec un confident, a déclaré « Nous ne la soignons pas, nous veillons simplement à ce qu'elle ne meure pas avant qu'il soit prêt. » Ce n'était plus simplement le déclin d'une monarque, c'était une attente longue et douloureuse de la fin, où chaque minute rapprochait le pays d'un tournant et le palais lui-même d'une explosion d'intrigues. Au début du mois de mai, sa respiration était à peine audible et son visage avait pris une teinte grise, comme si le sang avait disparu sous sa peau. Ses doigts et ses orteils étaient froids, même sous plusieurs couches de couvertures en laine. Les médecins, rassemblés autour de son lit, ne discutaient plus. Ils savaient que l'issue était inévitable. Leur tâche se résumait à noter chaque heure qui passait et à préparer un rapport pour le conseil. Le silence régnait dans la chambre, rompu seulement par une toux rare et le grincement d'une chaise lorsque l'un des médecins changeait les bandages. L'odeur était si forte que même les gardes à la porte se couvraient le visage avec des mouchoirs imbibés de vinaigre. Les bandages sur les jambes d'Élisabeth ne cachaient plus la noirceur des tissus. Sous celle-ci, la peau se détachait par morceaux et chaque mouvement faisait apparaître de nouvelles fissures. Parfois, un liquide épais et sombre s'écoulait des plaies, que les médecins essuyaient délicatement avec des chiffons qu'ils jetaient immédiatement au feu. Il était désormais impossible de cacher son état. Dans les rues de Londres, on disait que la reine était morte et qu'on gardait une sosie au palais pour gagner du temps.
Des gens se rassemblaient devant les portes du palais pour demander des nouvelles. Les ambassadeurs des puissances étrangères exigeaient une audience immédiate, mais ils étaient éconduits. Certains y voyaient le signe d'un changement de dynastie, d'autres le danger d'un coup d'État. La veille de sa mort, elle refusa définitivement de s'alimenter. Elle ne buvait que du vin chaud, additionné d'une goutte d'opium, pour atténuer un peu la douleur. Son regard était trouble, mais dans de rares moments de lucidité, elle prononçait de courtes phrases. « Ne le leur donnez pas, qu'il soit enterré avec moi. » Personne parmi les personnes présentes n'osa noter de quoi il s'agissait exactement. La nuit précédant sa mort fut agitée. La garde fut renforcée dans le couloir et seul un prêtre et 2 médecins furent autorisés à rester dans la chambre. Peu après minuit, elle fut prise de violents frissons, son corps tremblait légèrement, sa respiration devint rapide et superficielle. À un moment donné, elle a ouvert les yeux et, comme l'indique le rapport, regardait le plafond comme si quelqu'un se tenait là. Après cela, sa respiration a ralenti et son cœur, selon le médecin, s'est arrêté comme une bougie éteinte par un courant d'air. Son corps a été recouvert d'un fin drap et laissé pendant 1 heure afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun signe de vie. Lorsque les gardes et les serviteurs sont entrés dans la pièce, l'odeur était presque insupportable. Ils l'ont emportée dans leurs bras, enveloppée dans un tissu épais, afin de la cacher aux yeux de la cour et d'éviter les rumeurs sur l'état de son corps. Un silence de mort régnait dans les couloirs. Seul le craquement des planches accompagnait le processus. Les difficultés commencèrent immédiatement. On commença à préparer le corps pour l'embaumement, mais, selon le maître, les tissus se décomposaient sous les mains et l'odeur imprégnait les vêtements. Le travail fut interrompu à plusieurs reprises afin de trouver des mélanges plus résistants, mais rien n'y fit. Finalement, il fut décidé de fermer le couvercle du cercueil plus tôt que prévu. La nouvelle de la mort d'Élisabeth se répandit instantanément. À Londres, les cloches sonnaient, mais outre le deuil, on sentait aussi une tension palpable dans la ville. Le conseil se réunit le jour même pour décider de la succession au trône. Une lutte acharnée s'engagea entre les partisans de l'ancienne noblesse et les nouveaux favoris. Les ambassadeurs des puissances étrangères ont convoqué des messagers pour demander audience aux nouveaux dirigeants qui n'avaient pas encore été officiellement nommés. Dans les rues, la population réagissait de différentes manières. Certains pleuraient en se remémorant les longues années de son règne. D'autres disaient que l'heure du changement était venue. Les marchés fonctionnaient au ralenti, les boutiques fermaient plus tôt. Tout le monde attendait l'annonce du nouveau monarque. La mort d'Élisabeth marqua non seulement la fin de son règne, mais aussi le début d'une période de chaos politique. Son départ ouvrit la voie à une restructuration de toute la cour, à une redistribution des terres et des fonctions, ainsi qu'à un changement de politique étrangère. Mais ceux qui ont vu ces derniers jours n'ont pas retenu ses exploits ni sa gloire, mais plutôt la pièce sombre et étouffante, les chuchotements sourds derrière la porte, et le lent et douloureux déclin d'une femme dont, la veille encore, on craignait de prononcer le nom sans son titre.